Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre elles. Je m'appelle Tombani Kouloufoua et j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec vous des profils et des itinéraires de femmes du monde. Dans ce podcast, vous écouterez des femmes donc parler entre elles avec bienveillance et empathie de leurs histoires personnelles et de leur parcours professionnel. J'espère que ces femmes vous inspireront par leur passion et leur implication dans leurs projets, où qu'elles soient dans le monde. Cette semaine, je vous emmène à Montréal, au Québec, à la rencontre de Zara Issani. Zara est coach, conférencière et formatrice. Elle anime régulièrement des ateliers et des conférences en entreprise et auprès d'organisations à but non lucratif. Dotée d'une incroyable énergie et d'une grande empathie, Zara est également une citoyenne du monde. Dans cet épisode, nous avons abordé son parcours et son cheminement personnel, et nous avons également choisi d'élargir notre conversation à une thématique souvent angoissante, celle de la gestion du changement dans nos vies. Je ne vous en dis pas plus et je vous invite à écouter cet épisode enregistré à distance entre Abidjan et Montréal. Bonjour Zara, bienvenue dans Entre elles. Bonjour Tombani, je suis tellement heureuse de te parler aujourd'hui. Oh, écoute, je suis ravie de te recevoir. Je le disais en introduction, tu es coach, conférencière, formatrice et tu as récemment coécrit ton premier ouvrage intitulé « La puissance des mots en affaires ». Alors, l'essence de ce podcast, c'est de suivre et de raconter les femmes du monde. Et pour moi, tu illustres parfaitement cette notion de femme du monde, voire de citoyenne du monde, même si tu as un attachement très fort à une terre en particulier. Commençons par ton histoire personnelle, parce que je la trouve riche et déjà très révélatrice de ta vision du monde. Comme ton accent québécois ne l'indique pas, où es-tu née ? Alors, je suis née en Côte d'Ivoire, mais indienne d'origine. Alors, née en Côte d'Ivoire, indienne d'origine, de parents nés à Madagascar. Et j'ai immigré au Québec il y a quelques années pour mes études universitaires. Mariée à un Québécois. Voilà, donc on peut difficilement faire plus international. Notre conversation aujourd'hui sera bien sûr centrée sur ton parcours, puisque c'est l'objectif de ce podcast, sur ton parcours et sur ton histoire personnelle, mais elle tournera aussi autour d'un thème principal, celui du changement et de la gestion du changement dans nos vies personnelles et professionnelles. Après ton bac et tes études en Côte d'Ivoire, tu es partie t'installer au Québec. Et là, qu'est-ce que tu as choisi d'étudier ? Alors écoute, moi j'ai choisi la gestion parce que très jeune, j'avais déjà décidé que je voulais travailler avec mon père dans les entreprises familiales. C'était très clair. Et puis la gestion, c'était le meilleur moyen pour pouvoir le faire. Donc j'ai fait 3 ans donc à HEC Montréal et puis de fil en aiguille, les choses avancent. Hein. Mon père me disait, prends l'expérience un peu sur place et puis quand à un moment donné tu reviendras quand tu seras prête. Et voilà. Et je te dirais que les choses ne se sont pas passées comme prévu. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je vais faire un lien avec une conférence que tu as animée à Montréal, dans laquelle tu posais une question que je pose souvent à mes invités, c'est celle des projets. Donc, je demande souvent quels sont tes projets. Et toi, justement, tu avais des projets personnels et professionnels très clairs après tes études, lorsque tu as décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous en parler ? Exact. En fait, comme je te disais, c'est très jeune que j'ai décidé que je voulais travailler avec mon père. Donc pour moi, c'était clair que me marier, oui, avoir une famille, oui, mais dans l'objectif de toujours repartir habiter en Côte d'Ivoire, parce que pour moi, il y avait l'entreprise, mais il y avait aussi la qualité de vie. Enfin, tu sais, Tombani, qu'est-ce que c'est, hein? Tu vis à Londres. Là, actuellement, t'es en Côte d'Ivoire, mais tu vis à Londres et on perd un peu. On est un peu dans des cages dorées dans nos pays où on court après notre tête, tandis que de l'autre côté, on a une qualité de vie, mais on a une insécurité des fois qui est là aux 3-4 ans quand il y a les élections qui arrivent. Et je te dirais, c'est ça, sauf que donc c'est ce que j'ai fait. Et au final, j'ai suivi très jeune ce que je voulais faire. J'ai mis les actions qu'il fallait pour pouvoir avoir le diplôme, pour pouvoir avoir un minimum d'expérience, puis on reviendra certainement dessus plus tard. Et à ce moment-là, d'arriver à convaincre aussi mon mari québécois de dire est-ce qu'on essaye, est-ce qu'on part, est-ce qu'on essaye voir quelques mois ce que ça donne. Et donc le retour a été fait effectivement en 2009, aux alentours de 2009, et de fil en aiguille, il y a d'autres choses qui pointent leur nez, quoi. On est arrivé à un moment où les élections présidentielles arrivaient.
c'était pas forcément le meilleur moment pour débarquer dans ce pays. Et finalement, avec tout ce qui est arrivé, il y a eu des décisions qui ont été prises et qui ont changé le cours complet, mais je dis complet, de ma vie. Les points de repère étaient complètement chamboulés. Oui, alors je voudrais qu'on s'attarde un peu justement sur cet élément-là, puisqu'il a eu un impact majeur sur ta vie. Donc, tu rentres en Côte d'Ivoire en 2009 et en 2010, malheureusement, éclate un conflit armé à la suite des élections présidentielles. Je voudrais donc qu'on parle de ce que ce moment a représenté pour toi et de la façon dont tu l'as vécu. Est-ce que tu peux nous replonger dans cette période? Bien sûr. Alors, c'est un point de bascule, effectivement, pour moi. Quand le conflit a commencé, en fait, on était arrivé au deuxième tour des élections. Je ne veux pas rentrer dans la politique, mais en tout cas, ça s'est mal passé. J'irai pas parler de ça parce que mais en gros, ça s'est très mal passé et ça commençait à tirer. Ça commençait à tirer en pleine nuit. Ça commençait à se rapprocher aussi. Les tirs se rapprochaient de plus en plus de la maison. Et je te dirais, il y a eu, fin novembre 2010, mon père me dit, fin novembre, début décembre, il me dit, Zahra, écoute, ça commence à mal se passer, rentrez un peu à Montréal, prenez quelques semaines off et puis vous reviendrez tranquillement quand ça va se calmer. Et moi de répondre, ben non, c'est mon pays, il va pas bien, je vais pas fuir quand il va pas bien, faut que je reste. Et donc, écoute, on fête Noël avec le couvre-feu, on se souvient, il y avait un couvre-feu à ce moment-là, et arrive un moment donné, entre Noël et fin décembre, une soirée Tombani, je me souviens encore très bien. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas les défis de sécurité qu'on a dans certains pays. Quand on arrive dans nos maisons, la majorité des villas déjà ont des murs avec des grands murs avec des vitres cassées pour pouvoir éviter que les gens fassent le mur en fait pour qu'ils viennent chez vous. Mais dans les immeubles aussi, on a des portes persiennes, on a des grosses portes avec plusieurs cadenas, enfin plusieurs serrure, etc. Et là, je me retrouve à vérifier ma serrure, comme je ferme d'habitude la maison, et je m'en vais dans le coin chambre où on ferme encore la porte du couloir. Et à ce moment-là, je me dis, non. Je rouvre ma porte du couloir. Je reviens vers ma porte d'entrée. Je regarde ma porte d'entrée. Je regarde ma table à manger. Je regarde ma porte d'entrée. Je regarde ma table à manger. Et je me vois Tombani. Je l'ai fait. Je me vois prendre la table à manger, la mettre devant ma porte d'entrée. Je prends mes chaises une à une. Et tout d'un coup, au bout de la première, je la pose. Deuxième, je la pose. Troisième, je la pose. Quatrième, je suis en train de réaliser ce que je suis en train de faire et ce qui me motive à faire les choses. Et là, je réalise que j'ai peur de mes propres frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes. Et ça marche pas dans ma tête. Il y a un court-circuit qui se fait, ça peut pas fonctionner. Mais je suis indienne, ils ne me voient pas comme une ivoirienne, moi. Les amis le savent. Mon entourage le sait. Mais eux ne me voient pas, ils me voient comme une étrangère. Et là, je prends peur. Donc, j'appelle mon père, je dis, écoute, on part. Et finalement, je pars. Et il s'est passé plusieurs événements où, au moment où j'ai quitté, des messages que j'ai entendus à l'aéroport pour moi, des frères ivoiriens, des sœurs ivoiriennes que j'ai reçus parce que j'étais considérée comme en fait, l'étrangère qui fuyait. Et j'étais pas pour aller parler et argumenter. Je vivais assez d'émotions comme ça au moment de partir. Mais il y a un autre moment, Tombani, qui a été ce point de bascule. Ça, c'était un point de bascule déjà où je perdais confiance, en fait. Je perdais ma sécurité, mais enlevée par mon pays que j'aime. Et de l'autre côté, quand j'arrive et je prends l'avion, à ce moment-là, écoute, on nous appelle, c'est le temps de rentrer dans l'avion, de monter à bord. Et à ce moment-là, je suis assise, je me souviens très bien, je suis assise côté droit de l'avion face au hublot et je regarde l'avion, je regarde l'extérieur et j'ai un ami pilote d'hélicoptère qui est sur le tarmac.
Et je me souviendrai toujours de son visage, de sa manière dont il était placé, où il avait les deux mains dans les poches avec son uniforme de pilote, et je pleure, je regarde mon mari, et je lui dis, on ne reviendra plus, c'est terminé. Il y a un point de bascule, mais là il me dit, mais non, on part quelques semaines. Puis je lui dis, non, non chérie, c'est fini, le rêve vient de se casser. Et là, on prend l'avion. C'est quelques semaines plus tard, Tombani, que le couperet tombe, où la sécurité, le pays va de plus en plus mal. Et je le vois de l'extérieur. Je me sens impuissante à l'extérieur de voir tout ça. Je n'endors pas pendant 4 mois parce que je fais le relais avec le SAMU à envoyer des poches de sang, mais de Montréal, à faire tout ce que je peux faire, à faire les manifestations qu'il y a à faire au métro Mont-Royal. Il y a des photos, écoute, de ça, où je me tiens la pancarte, j'essaye de faire ce que je peux faire pour aider mon pays de loin. Mais le couperet tombe, où à un moment donné, mon père me dit, c'est pas possible, vous pouvez pas revenir dans ces conditions, je peux pas prendre la sécurité de mes enfants et de mes petits-enfants sous ma coupe, c'est pas possible. Si vous voulez revenir, vous revenez de vos propres moyens. Et je comprends, ça a été dur sur le coup, à prendre, on en reparlera tout à l'heure, mais je comprends totalement aujourd'hui sa décision. C'était la meilleure décision, je te dirais, à ce moment-là. Mais là, tu te retrouves, Tombani, à un point où je me suis retrouvée, où j'ai vécu toutes les étapes du deuil à vivre semaine après semaine. Et je te dirais que c'est avec le recul que je vois que je suis passée à travers ces étapes du deuil-là. Ça a été pas facile. Les mois, je pensais que cette décision-là était difficile et ce que je venais de vivre était difficile, mais je n'avais aucune idée de ce que je m'apprêtais à vivre. Clairement, on entend l'émotion dans ta voix. C'est une période qui a été difficile et douloureuse pour tous, pour les populations ici, pour les personnes qui ont traversé ça. Là, je voudrais justement qu'on parle de la période qui a suivi. Donc, tu parles de deuil et c'est intéressant parce que pendant la préparation de cet épisode, j'ai cherché des ressources liées à la gestion du changement dans la vie personnelle. Et en fait, autant il y a énormément de ressources pour accompagner le changement dans la vie professionnelle, autant pour ce qui touche à la vie personnelle, c'est beaucoup moins riche en fait. Et donc, j'ai trouvé une théorie intéressante qui décortique les réactions au changement en plusieurs étapes. Et la première, c'est le déni. Ensuite, la colère, la tristesse et l'acceptation. Mais tout ça dans un contexte que tu as très bien décrit, qui est un contexte de deuil, en fait. Est-ce que ces étapes, tu penses qu'on peut les transposer à ce que tu as vécu ? Assurément, effectivement, je pensais pas, tu sais, cette histoire-là, je la raconte et j'enseigne et je donne mais il y a des journées où elle touche plus, puis ça a l'air que c'est aujourd'hui que elle a touché plus. Alors, c'est moi dans mon authenticité. Je suis désolée pour ceux que ça vient chercher. Oui, les étapes du deuil, on les vit, puis que ce soit, par exemple, je prends l'exemple d'une de mes clientes qui était dans un job qu'elle adorait, mais que la COVID a fait que, mais dans le fait de travailler dans une compagnie aérienne, la personne, elle a perdu son travail parce que veut pas, les compagnies aériennes fonctionnent beaucoup moins, moins de rendement et moins d'avions qui volent. Et donc, elle a eu à se repositionner et ça a été un deuil pour elle parce que c'était le travail de ses rêves. Elle est passée par ce déni-là. Non, mais ça va marcher, ça va finir par fonctionner. Cette colère-là, non, mais non, la colère de chercher à trouver d'autres solutions, que non, mais ça va fonctionner d'une autre manière, on va trouver un autre moyen. Puis la négociation, la tristesse, effectivement. Donc oui, Tombani, que ce soit côté professionnel, que ce soit côté personnel, que ce soit en tant que dirigeant d'entreprise, que ce soit que vous soyez grand-mère, grand-père ou une femme en train d'étudier, on a tous des étapes où on doit faire un deuil, que ce soit même dans la relation de couple, enfin, on peut partir dans toutes les étapes où tout d'un coup il y a une situation qui prend fin.
Et je dis pas que c'est quand ça prend fin qu'on a toujours des étapes de deuil. Selon les situations, il y a des situations où on va dire, ben, merci la vie, on avance, c'est facile. Mais il y a des moments qui vont nous arrêter. Et là, on va les vivre, ces étapes-là. Et oui, dans mon cas, le déni, ça a été ça. Je me réveillais en pleine nuit, puis je parlais à mon mari, j'ai non, mais demain, on va parler avec Clarisse. Clarisse qui était la dame qui s'occupait de mes enfants, la nounou, en fait, qu'on avait la chance d'avoir, qui nous aidait, et qui était absolument incroyable avec mes enfants. Et puis là, il me dit, mais Zara, c'est parce qu'on n'est pas à Abidjan, là. On est à Montréal. Mais comment ça? Ah oui, c'est vrai. Donc, il y en a eu des soirées comme ça, des nuits de réveil comme ça, où tu te réveilles en pleurant, en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Mais d'où ça vient? Mais c'est quoi ce vide intérieur-là qui se passe, qui arrive? Ce moyen de se réveiller à dire je ne peux pas, c'est pas possible, non, c'est pas à moi que ça arrive, non, moi je suis censée reprendre les entreprises de mon père, là, c'est pas possible, non, mais non, on va trouver une autre manière. Et là je parlais à mon mari, j'ai dit, bon, ok, toi tu vas te trouver un job, tu es bon là-dedans, je vais te trouver des contacts en Côte d'Ivoire, puis moi je vais essayer de me trouver une place, donc j'essayais de faire des stratégies pour pouvoir revenir, parce que mais j'étais encore en mode panique, en mode feu, en mode j'ai pas pris du recul, j'étais en mode solution rapide, négociation, ok, comment on peut faire autrement? Mais il n'y avait pas d'autrement. Premièrement, parce que mon conjoint avait dit, écoute, je l'ai fait une fois, je ne referai pas deux. Donc ça, c'était déjà catégorique. Et donc, à partir de là, il y a la courbe de autant j'ai essayé de négocier comme je pouvais. J'ai dit, OK, si c'est pas la Côte d'Ivoire, on va partir, on va aller ailleurs. On avait pensé au Chili, il y a la montagne, il y a la mer, et puis le pays se développe bien. Et puis, quand j'avais commencé même à regarder les emplois. On commence à regarder, et à un moment donné, on lâche. À un moment donné, on tombe dans la tristesse. À un moment donné, on accepte que il y a rien à faire. Et en fait, c'est malheureux à dire, mais en même temps, c'est des étapes importantes. Je n'aurais pas pu vivre ces étapes-là différemment parce que c'était les étapes qu'il fallait que je vive pour pouvoir avoir la vie que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à ça, aujourd'hui, que j'ai quelque chose à raconter, d'ailleurs, à mes clients, ou j'ai quelque chose à raconter qui va toucher, qui va inspirer, qui va motiver, qui va me permettre d'accompagner dans les rêves et objectifs professionnels et personnels de mes clients pour donner une vie qui a plein de sens. Mais c'est parce que j'avais plus de sens, j'avais perdu le sens. Et j'ai eu à faire ce processus-là pour pouvoir retrouver mon sens, retrouver ma place, retrouver ma liberté, retrouver mon autonomie, retrouver ma joie de vivre, retrouver, parce que j'avais plus rien. Quand je parle de j'avais plus rien qui pouvait me tenir en vie. C'était à une étape où j'ai des enfants, j'ai un mari, ok, mais c'était pas suffisant. J'avais perdu le feu sacré, j'avais perdu mon étoile, Tombani. Une fois ces étapes passées, tu as rebondi. Oui. Quels sont les outils qui t'ont permis de rebondir justement à ce moment-là? Est-ce que tu as eu un soutien? Qu'est-ce qui t'a permis de rebondir? Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont permis de rebondir. Il y a une chose qui m'a sauvée dans toute cette histoire, c'est que avant de quitter Montréal, après mes études à HEC Montréal, j'étais allée trouver des clés et des outils pour m'aider moi en relation d'aide. Et j'ai fini par faire toutes mes études pour pouvoir devenir consultante en relation d'aide. Et ça m'a aidée quand je suis revenue parce que quand on parle de perte de point de repère, on parle de perte aussi d'identité. J'étais en pleine découverte de qui suis-je au début de la trentaine. C'était un gros point d'interrogation. Qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi le but de ma vie maintenant que c'est plus la Côte d'Ivoire? En tout cas, pas comme je l'entendais. Peut-être différemment, mais pas comme je l'entendais. La vie à Montréal, nouvelle vie. Et c'est là que le cheminement a commencé. Et je te dirais que il y a plusieurs étapes qui se sont passées. La première, c'était que j'ai une amie qui m'a dit « Arrête de donner ton temps gratuitement en relation d'aide coaching. Peux-tu te faire payer pour ça? » Ok, ça a cheminé, mais pendant près de 6 mois, 8 mois, j'ai commencé à envoyer des CV, mais mon CV n'était pas n'avait pas de sens en fait, n'avait pas de fil conducteur parce qu'en fait, je pense que j'ai réalisé que je m'étais presque boycottée
pour éviter de me trouver un travail que j'aimais à Montréal, pour éviter de dire, ben, si je trouve un travail que j'aime, je risque de ne pas vouloir rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, j'avais tout fait pour me boycotter un peu. Mais tout ça, c'était dans l'inconscient. Hein. C'est bien après que j'ai réalisé mes peurs et tout ce que je vivais, même à Montréal, avant de partir. Ça a été aussi de repositionner la famille et la vie. Et là, l'erreur que je te dirais, tu m'as dit, est-ce que j'étais entourée? Est-ce que j'ai eu du monde? Est-ce que... Ben, et là, je vais prendre des pincettes parce que ça se pourrait que j'ai eu des personnes qui m'ont dit, les enfants, vous faites quoi dans la vie? C'est quoi votre prochain pas? Peut-être que je l'ai eu, ça. Et je pense que c'est peut-être arrivé de une ou deux personnes, mais on n'a pas su entendre. Et souvent, hein, quand on tombe dans ces choses-là, on se dit, ben non, on est capable, on va y arriver. Ça sert à rien, tu vois. Mais j'ai manqué, je pense, d'assez d'ouverture. Si les questions étaient là, je les ai pas entendues. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir ce support-là, même d'amis proches, de dire, OK, là, guys, vous faites quoi? C'est quoi votre prochain pas, là? Vous avez 2 enfants, vous faites quoi? J'ai pas entendu, on m'a pas secoué, on n'est pas, et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, à refaire, je me dois aujourd'hui, et je me fais aujourd'hui un pilier. C'est une obligation pour moi quand je vois quelqu'un qui vit des situations souffrantes, de au moins oser dire, est-ce que tu m'entends? Je suis là pour toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Puis réponds-moi, je veux que tu entendes ma question. Si tu me dis que t'as pas besoin de moi, je vais l'entendre, je vais rien faire. Mais s'il te plaît, entends ma question. Donc ça, c'est la première chose que je dirais. Si vous avez une personne en détresse, une personne qui vit des défis comme ça, de juste dire, je suis là, et revenir, je suis là, qu'est-ce que vous faites? Posez les bonnes questions pour que la personne réagisse et fasse les choses différemment. Deuxièmement, ça a été le voyage à travers moi, Tombani. Écoute, c'est un voyage où je pense qu'il a fallu réaliser où j'en étais et revenir sur la perception de mon histoire et de qui j'étais. Je sais pas si ça fait du sens pour toi quand je te dis ça, mais quand je parle de perception, c'est revenir sur des images, des idées que l'on se faisait de nous, de soi, qui sont erronées. On se raconte pendant des années une histoire. Et on bâtit notre vie basée sur cette histoire-là. Mais cette histoire-là a été passée sous plusieurs filtres. Le filtre de papa, le filtre de maman, le filtre des amis, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas dit, le jugement des uns, le jugement de l'autre. Et tout ça a été passé après par notre filtre à nous en disant, bon, ben, eux pensent ça, ça veut dire que moi je suis ça. Ou tel résultat est à l'école, donc je suis ça. Et donc, on part, et moi, je vais vous coller ça à la réalité parce que l'objectif, c'est que, là, je vous parle de mon histoire, mais s'il vous plaît, toutes les personnes qui écoutent, regardez comment vous pouvez coller ça à votre histoire, à vous, parce qu'on a tous ces filtres-là. Revenez dans votre passé pour regarder ces filtres-là. Mais maintenant, comment concrètement ça s'est opéré dans ma vie pour que vous puissiez faire un lien par la suite avec votre histoire, c'est de la manière suivante. Lorsque je suis arrivée et j'ai regardé mon CV, je dis ok, il a ni queue ni tête, mais ça m'a pas. Comment je vais faire pour trouver un travail? Après, ça a été oui, mais tu peux faire quelque chose de ce que tu connais en relation d'aide et en coaching. Tu peux certainement monter ton entreprise. Ok, alors je monte mon entreprise, mais j'ai pas forcément la confiance. Mais comment je fais moi pour pouvoir monter une entreprise sans forcément avoir la confiance? J'ai ma carte d'affaires, mon site web il est là, j'ai mon bureau, mais il y a personne qui me connaît. Oui, mais attends, mais il faut que je me vende. Mais comment veux-tu que je me vende si j'ai pas confiance en moi? Mais qui je suis? Alors j'ai pas confiance en moi. Pourquoi j'ai pas confiance en moi? Et là je reviens en arrière. Et là je réalise que il y a une voix qui me dit mais tu peux pas avoir confiance en toi. T'as pas été bonne à l'école. J'ai été très bonne à l'école à partir du moment où j'ai redoublé ma première, Tombani. Tu regardes ça, puis là, tu te dis, oui, mais alors, finalement, j'ai été bonne, j'ai été, oui, dans les premières de classe, dans certaines matières, même, après avoir redoublé. Écoute, j'ai eu mon oral au bac en commerce à 19/20. Fait que, écoute, coefficient 8, alors on s'entend que 6 ou 8. Alors là, j'excellais dans mon domaine. J'étais à ma place. Mais avant ça, j'étais la nulle des nulles et je n'avais pas, c'était difficile, le regard que je portais sur moi, le regard, j'imaginais le regard que les gens portaient sur moi et je ne savais pas
Et pourtant, c'était mon regard, c'était mon propre regard, mon propre jugement. Enfin, j'avais des amis qui m'aimaient, j'étais entourée, j'excellais en sport, donc bon, ben forcément, ben je m'épanouissais là-dedans. Mais c'était mon regard. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas une amie qui me dise, ah, tu te souviens de la note que tu avais eue à tel moment? Enfin, c'est jamais arrivé dans ma vie, quoi. Que quelqu'un me dise, t'as vu comment t'étais pourrie à l'école? Et pourtant, malheureusement, il y a eu à un moment donné cette estime de moi qui était basse avec, bon, après, un professeur qui te frappe devant tout le monde quand t'es au tableau et puis qui te frappe parce que t'arrives pas à faire une division en 2 chiffres. Bon, ça, c'est des petites choses qui restent, qui... Mais quand tu dis qu'il te frappe, tu veux pas dire qu'il te frappe physiquement. Non, non, il m'a frappé physiquement. Il m'a fait une tape sur les fesses devant la classe, les 35 élèves de la classe. Oh, wow, ok. Mais oui, il m'a frappé. Mais après, encore là, aujourd'hui, comment je l'interprète, puis il y a eu d'autres personnes encore, mais comment je l'interprète aujourd'hui, c'est un peu la limite, hein. Cette professeure-là était en train de dire, mais franchement, Zara, c'est facile. C'est quoi, tu sais, elle remettait en question sa capacité, ou elle avait peur pour moi, alors elle voulait me réveiller. Enfin, son intention était certainement bonne à cette époque-là. Écoute, et je l'ai revisité cet élément-là tellement de fois que bon, aujourd'hui je peux en rire, enfin peut-être pas en rire, mais en tout cas le prendre du bon côté de la chose. Mais tout ça pour dire que ça définit. Donc quand vous réalisez que vous êtes bloqué par une vision qui est obsolète, vieille, mais qui a fait partie pendant si longtemps de votre vie, vous devez la revisiter d'une autre manière. Je vous mets au défi, tous ici présents, qui m'écoutez aujourd'hui, qui nous écoutez, de prendre un défi que vous avez trouvé difficile. Limite, ça a été un enfer pour vous. Allez me sortir 3 points positifs de ce défi-là. 5 ans, 2 ans, 10 ans, 20 ans après. Je suis certaine que vous allez sortir des points de bascule. Je suis certaine que vous allez sortir en disant, ah, ben oui, c'est grâce à ça, en fait, que j'ai réalisé ça, puis que j'ai réalisé ça, et que grâce à ça, j'ai eu ce poste-là. Ou grâce à ça, j'ai réussi à faire ceci, ou cela. Faisons cet exercice sur la Côte d'Ivoire et sur ton départ précipité et ce changement majeur dans ta vie. Les 3 points positifs de cette situation-là, pour toi, quels sont-ils? Alors la première chose, c'est d'avoir réalisé que j'avais tellement pas confiance en moi que je me reposais sur mon père ou sur mon conjoint pour arriver dans la vie. Je me disais que papa, c'était la seule personne qui pouvait m'offrir un travail parce que j'étais tellement pas bonne que les autres ne le verraient tellement je suis pas bonne. Fait qu'il y avait personne dans le monde, un employeur qui allait m'engager, sauf mon père. Donc ça, c'est la première chose. Grâce à ça, j'ai eu à monter mon entreprise, puis aujourd'hui, j'en vis de mes affaires. Donc, je suis autonome. Deuxième chose, ça m'a permis de revenir dans mon passé et avoir confiance en moi. Retravailler mon estime, rechanger mes lunettes. Ça a été la deuxième clé. Et la troisième clé, ça a été de m'entourer des personnes meilleures que moi. Des personnes qui ont réussi, des personnes inspirantes, des personnes modèles. Tu sais, tu m'as demandé aujourd'hui de venir parler parce que mon histoire pourrait inspirer d'autres. Tant mieux si ça inspire, et je sais parce que je le vois au quotidien. Cependant, j'ai des modèles de mon côté qui sont encore plus loin, encore plus haut, qui touchent au niveau spirituel, qui vont m'amener à regarder des situations beaucoup plus posément aujourd'hui, de prendre du recul puis de dire, ben tu sais quoi, oui c'est une gifle, oui c'est un nom, mais ce nom-là, je vais le questionner, ce nom-là, je vais aller vérifier, ce nom-là, je vais aller valider, ce nom-là, je vais aller poser des bonnes questions payantes, ce nom-là, je vais pouvoir aller m'outiller différemment. Et en m'entourant, Tombani, c'est là que les choses ont basculé. Donc, il y a assurément des bons outils à aller chercher derrière tous vos défis. On va revenir à l'aspect pratique de ton retour et du lancement de ton entreprise. Donc, on l'a compris, ça a été un retour difficile, et puis finalement, tu t'es reprise, tu as décidé finalement de te lancer dans la voie que tu avais choisie au niveau de tes études. Et de monter ton entreprise. Et ce qui est intéressant, donc, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ton histoire, maintenant, elle est au cœur de ton activité professionnelle. Quand tu te présentes, quand tu parles dans des conférences, etc., tu parles de ce que tu as vécu, de ton identité. Tu l'as introduit très rapidement au départ. Et donc, j'ai envie de dire, est-ce que tu considères aujourd'hui que finalement, dans la vie professionnelle, l'authenticité et le fait de pouvoir
assumer qui on est, c'est finalement quelque chose qui permet de se différencier ou en tout cas d'asseoir sa position dans le monde professionnel. Assurément, assurément. En fait, je te dirais, c'est la première clé de succès pour la liberté, pour sa capacité à arriver à être soi. Et là, je vais challenger ceux qui pensent que la vie personnelle et professionnelle sont complètement différentes et on a deux faces et deux visages et on est censé agir différemment dans les deux. Pour moi, c'est fusionné. Parce que aujourd'hui, j'ai des clients que j'aime tellement et qui remplissent tellement et qui correspondent tellement à mes valeurs que je veux pouvoir être amie avec eux. Donc, je le suis pas, mais il y a parfois des liens qui se tissent très fort parce que justement, on est authentique. Pourquoi être la personne qu'on n'est pas? Pourquoi devenir une personne et s'inventer une personne qu'on n'est pas? Pourquoi essayer d'être la personne qu'on trouve inspirante? Mais c'est elle est comme elle est, avec son histoire, mais vous êtes comme vous êtes, avec votre histoire. Et ça a été la clé, effectivement, de l'authenticité, de pouvoir dire les choses, penser, être authentique et être vrai, c'est quoi? C'est penser, dire et faire la même chose. C'est que les gestes fonctionnent, mais sont alignés par rapport à votre essence, à qui vous êtes. C'est votre passeport pour la gloire, c'est votre passeport pour le succès, c'est votre passeport pour être à votre place, être sur votre X et exceller dans ce que vous faites. Et vous savez quoi? À travers ce chemin-là d'authenticité, l'authenticité veut dire aussi, vous allez vous faire briller dans ce que vous savez faire, mais vous allez aussi être assez humble pour dire, ça et ça, c'est vraiment pas ma tasse de thé, je suis vraiment pas bonne. Tu m'aurais dit, Zara, viens, on va faire une entrevue écrite, réponds à ces questions-là par écrit. Je t'aurais dit, Tombani, c'est vraiment pas ma force. Donc, si tu veux, je te parle, puis tu peux retaper si tu veux. Mais moi, j'aime parler. Et c'est ça, c'est d'être authentique, d'en savoir aussi, quand on est authentique, c'est savoir nos forces, nos faiblesses. Et c'est savoir mettre la lumière dans nos forces et trouver des points, des points sources, des points clés, des personnes clés qui vont venir compléter vos lacunes, vos faiblesses. On vous demande pas d'être une super-héros. La super-héros, puis d'ailleurs, quel super-héros n'a pas de faiblesse? Même Superman a la kryptonite. On a tous des faiblesses. Donc, à partir de ce moment-là, c'est de pouvoir les mettre en lumière. Une fois que vous avez regardé vos angles morts, une fois que vous les avez amenés devant vous, qui peut venir vous descendre? Il y a personne qui peut dire, oui, mais toi, Zara, ceci. Au contraire, si on vient de me le dire, je dis, t'as totalement raison, je le sais, ça fait 10 ans que je le sais, puis j'essaye de trouver des outils là-dessus. Est-ce que tu peux m'aider? Ça va être ma réaction. Ce sera pas, oh oui, t'as raison, puis je vais aller à nouveau me sentir nulle et bête et pas intelligente et incapable. Non. Au contraire, ça va être du, waouh, merci, as-tu une solution pour moi? Et parce que c'est ça l'authenticité. Je le disais au début de l'épisode, donc tu es coach, tu es basé au Québec, mais en fait tu travailles avec des clients partout dans le monde. Est-ce que tu penses que justement aussi ton histoire personnelle t'a permis d'installer tu vois, ton activité de façon globale? Est-ce que ta façon de voir le monde t'a permis ou te permet d'avoir, à ton sens, une approche plus globale? Assurément, parce que il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que je vais repartir sur l'authenticité. Le fait d'être authentique dans la manière dont je parle, dont je fais mes vidéos, parce que je donne beaucoup de contenu gratuit. Assurément, comme je suis authentique, les gens, de ce que et puis là, je relate ce qu'on me dit, parce que c'est ce que j'ai fini par comprendre dans les écrits qu'on me donne, c'est que les gens se retrouvent dans mes infolettes, les gens se retrouvent dans ce que je dis, ils disent, mais c'est exactement ça que je vis. Donc ça, c'est la première chose. Donc d'être authentique, ça a permis ça. Et la majorité du temps, quand on parle de peur, de jugement, de culpabilité, de colère, de tristesse, de situations concrètes vécues au travail ou dans notre vie,
Mais ça, c'est vrai dans toutes les langues et dans tous les pays. C'est juste que des fois, le filtre va être différent. La tristesse sera pas exprimée de la même manière au Japon qu'elle serait exprimée en Italie. On parle beaucoup plus au niveau des émotions en Italie, on va pas parler beaucoup plus avec les mains, on a le sang chaud, versus quelqu'un qui est au Japon qui va pas oser pleurer parce que se moucher, ne serait-ce que se moucher, ça se fait pas. Donc il y a plein de spécificités comme ça, mais en soi, à l'intérieur, on est tous des humains en fait. Et ça, c'est sûr que ça a été une de mes portes de mes portes d'entrée en fait. Puis ça m'a pas demandé énormément d'énergie à part le cheminement que je fais continuellement parce que je ne vais pouvoir accompagner mes clients au même stade que je suis capable de m'accompagner. Donc, j'arrive de plus en plus à les accompagner de plus en plus loin en eux parce que j'arrive à rentrer en moi de plus en plus loin. Donc ça va être vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir un bagage assez international, d'avoir des amis qui sont à travers le monde, d'avoir des amis marocains, d'avoir des amis français, d'avoir des amis de religion aussi, culture, mais religion différentes, background différents, expériences différentes, d'âges différents, ça permet aussi de donner des histoires. Quand je parle en coaching, quand je parle en formation ou en conférence, ça permet d'amener des histoires concrètes pour dire bon ben des fois c'est même pas réfléchi. Hein. Je suis en coaching, tout d'un coup il y a une inspiration qui monte, et puis c'est un exemple qui arrive de quelqu'un qui a vécu en Côte d'Ivoire basé sur une histoire que la personne est en train de vivre. Donc ça me permet aussi de construire cette expertise-là à l'international. Et puis, tu sais, Tombano, il y a une chose qui est assez extraordinaire. La dernière fois, j'avais une cliente de la Côte d'Ivoire et j'entendais tous les bruits que je connaissais de mon pays à l'extérieur. C'était trop magique. Vraiment du bonbon pour mon cœur et pour mon âme. Ça. Donc, je continue, veux pas, à pouvoir être là. Et ça, c'est extraordinaire. Je t'ai proposé d'aborder cette conversation sur le thème du changement, mais justement dans le cadre de ton activité, tu travailles avec des entreprises, tu travailles avec des individus. Est-ce que tu peux nous dire sur quels autres types de thèmes tu accompagnes tes clients ? Oui, ben en fait, tu sais, moi, tout ce que je fais, c'est que j'inspire, j'accompagne et transforme les rêves en objectifs professionnels et personnels pour donner une vie pleine de sens. Donc, c'est vraiment la base du sens. Il y a des gens qui vont venir me voir parce que, bon, mais ils veulent changer de travail, ils n'osent pas changer de travail. Ils ont peur du changement. Donc, on va travailler là-dessus. Certains, c'est la procrastination, manque de passage à l'action. Tu sais, on en parlait, hein, t'avais cette idée-là de monter ces podcasts-là et la COVID a donné cet espace-là, t'as donné le temps pour pouvoir le faire. Et ça, c'est incroyable. Donc, de pouvoir arrêter de procrastiner, de regarder nos projets. Donc, tout ce que je fais, c'est vraiment le filon de l'humain. En entreprise, ça va être l'humain. En individuel, ça va être l'humain. Et là, on parle de tous les thèmes dont j'ai parlé. Écoute, peur, émotion, gestion d'émotions, gestion du changement. Et dont aussi, actuellement, comme tu le sais, il y a eu... on en a parlé tout à l'heure où je suis co-auteur d'un livre aussi. Et ça amène l'humain. On parle de la puissance des mots en affaires. C'est 1300 phrases et actions à privilégier ou à éviter avec vos clients. Et c'est encore une fois des trucs et astuces concrets. Parce que l'objectif, c'est pas juste de parler pour parler, c'est vraiment d'amener des trucs et astuces qui sont actionnables, que vous pouvez mettre en place très rapidement pour voir une différence dans vos relations au travail. Pour pouvoir vous aider. Et tout ça, c'est toujours avec la même ligne directrice, Tombani, c'est l'humain. Ce qui t'a motivé aujourd'hui de faire ces émissions-là, c'est d'inspirer, c'est d'amener l'humain dans toutes tes discussions, dans toutes tes décisions, etc. Mais moi, c'est la même chose, c'est ce qui me fait me vibrer le matin. Et tu sais, moi, je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Et mon rôle, c'est d'éclairer une lanterne. De planter une graine, d'éveiller avec une petite lumière, une petite luciole, d'envoyer une petite prière, d'ouvrir une porte, d'ouvrir une serrure pour que la personne puisse voir que c'est possible aussi pour elle.
Et justement, tu m'offres une belle transition puisque tu parlais de ton livre. Je le disais en introduction, La puissance des mots en affaires, un livre que tu as coécrit. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce projet? Alors, ce projet, écoute, a été basé sur notre quotidien avec les co-auteurs, justement, Hélène Douville et Mélanie Chénier. Nous rencontrons tous les jours des dirigeants d'entreprise, des employés, des collaborateurs, des partenaires qui éprouvent certaines difficultés à composer avec des situations complexes, délicates, impliquant leurs clients. Et lorsque nos clients ils nous consultent, ils nous demandent en général, bah écoute, comment je fais? Comment faire pour? Comment lui dire que? Comment faire pour pouvoir changer cette situation-là? Et c'est vraiment en partant du mot comment que nous avons préparé ce guide-là. Ça va offrir vraiment sous forme de tableau de choix de phrases, des mots et de mots puissants à privilégier et à éviter. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'on veut pouvoir désamorcer les situations délicates de manière simple, de manière efficace. En fait, c'est le guide numéro 1 dans la francophonie qui est dans l'action. Donc, comment développer votre crédibilité auprès d'un client externe ou comment composer avec des clients pour qui tout est toujours urgent. En fait, c'est que, moi j'adore dire cette phrase-là, c'est vous n'allez pas travailler plus fort. Vous allez travailler plus stratégiquement avec ce livre-là. Et il y a le tome 2 qui s'en vient, qui est en écriture, qui devrait être envoyé à l'éditeur Tombani pour le 1er mai prochain qui vient. C'est le tome 2 parce qu'on parle des relations en entreprise. Et encore une fois, c'est l'humain dans son entièreté qui est pris en place, qui est pris en compte. Je disais en début d'épisode ou en milieu d'épisode que je pose souvent la question des projets. Donc, on a vu que parfois, il faut quand même avoir un petit peu de flexibilité sur les projets. Mais est-ce que tu veux nous parler de tes projets? Donc là, tu as tu as le tome 2 de ton livre qui sortira dans la première partie de l'année. C'est ça. En fait, le tome 2 va sortir en novembre prochain. Donc là, l'éditeur l'attend pour le 1er mai. Et au-delà de ça, je monte une conférence actuellement et une conférence qui va s'adresser cette fois au grand public parce que ça fait un moment qu'on me le demande ici à Montréal, mais à l'international aussi. Pour le grand public, après à voir si ça va être en ligne ou comment, parce qu'avec la COVID, j'ai encore aucune idée comment ça va se passer. Et aussi pour les entreprises et des formations en ligne. Là, il est temps, j'ai des sondages, j'ai tellement de gens merveilleux qui ont pris le temps, qui ont investi du temps à répondre à plein de sondages. Et il y a des formations en ligne qui s'en viennent. Il serait grand temps qu'ils arrivent et qu'ils naissent. Donc, au minimum, une formation ou 2 d'ici la fin de l'année, cette année. Et après, pour le reste, écoute, je veux juste me laisser guider par mon intuition, me laisser toucher par la magie de la vie. Parce qu'au final, la vie, elle est magique. La vie, elle m'a ramenée pour une 3e fois à Montréal. Et quand je dis une 3e fois, tu sais, mes parents sont venus ici avant que je naisse. Et ils voulaient faire leur vie ici. Et finalement, mon papa a dit, il fait trop froid. Et il a atterri en Côte d'Ivoire. Je suis revenue ici pour faire mes études universitaires et je suis repartie. Et la vie m'a ramenée après la guerre, à cause de la guerre. J'ai fini de lutter, Tombani. Il y a une raison pour laquelle je suis ici. Et donc, arrêtons de lutter et suivons la vague, suivons le flot, suivons la magie de la vie parce que souvent, la vie a des secrets, a des clés pour nous qui nous amènent encore plus loin que comment on l'a rêvé. Je sais qu'au Québec, on n'aime pas trop les anglicismes. J'en fais beaucoup. Je le reconnais. Je vais utiliser un mot en anglais parce que j'ai pas trouvé d'équivalent aussi parlant en français et le mot c'est closure. Je trouve que ça décrit bien cette phase émotionnelle où finalement on referme une porte mais de façon sereine. Et donc ma question c'est est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu as fait la paix avec ces événements un peu douloureux? Alors oui à toutes les réponses. Oui, effectivement, on peut dire que le closure, il est fait. Bien sûr, quand je me remets dans la situation, c'est toujours douloureux, mais la douleur est toujours teintée, et la tristesse, comme on l'a vu en début d'émission, la tristesse est toujours teintée d'une fierté. Je suis fière du passage par lequel j'ai navigué, en fait, tout le long de ces années. Et
et je me souhaite et je vous souhaite de vivre ces moments-là de la manière la plus douce, même si ce sont des moments douloureux, et entouré d'une équipe de feu qui sera là pour vous outiller et pour vous aider et pour vous sécuriser, pour être là, pour pleurer avec vous, pour vous prendre dans vos bras, dans leurs bras et avancer. Pour la Côte d'Ivoire, écoute, j'ai eu le grand bonheur d'y retourner en 2018, donc j'y suis retournée avec le cœur léger, j'y suis retournée avec le cœur léger, avec vraiment moins de rancune. Je dirais par contre, de ce que je réalise, il y a quand même une partie qui n'a pas été réglée, qui s'appelle le mot juste politique. Et là, je pense que ça a juste pris en grippe toute la politique à travers le monde, pour tous les pays. Je veux pas en entendre parler pour le moment, parce que il m'énerve. Et ça c'est la colère qui n'est toujours pas réglée et que j'ai pas choisi de la travailler, parce que je trouve ça inutile de mettre de l'énergie là-dedans. Ça m'intéresse pas. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est encore, malheureusement, quelque chose que un jour peut-être je reviendrai. Mais il y a une belle lueur de magie, d'amour encore avec ce pays-là. Mais de toute façon, c'est mon pays, c'est ma terre, c'est mon sang, c'est moi. C'est moi, donc on pourra jamais enlever l'Afrique, on dit, hein, on pourra jamais enlever l'Afrique. Je peux ne pas être sur terre, je peux pas être sur ma terre, mais j'y suis de cœur et j'y suis en pensée tous les jours. Un grand merci, Zara, pour ton authenticité et ton humanité. Avec grand plaisir, Tombani. Merci à vous et je suis là pour vous. Au plaisir. Merci à Zara d'avoir partagé son parcours avec Entre-elles, mais également de nous avoir proposé des clés et des outils pour faciliter la gestion et l'acceptation du changement dans nos vies. J'espère que cette conversation vous aura été utile. Vous trouverez les coordonnées de Zara dans le résumé de l'épisode ou sur le site internet d'Entre-elles. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre Entre-elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous rappelle l'adresse du site internet www.entre-l.com. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode en anglais et dans 1 mois pour un nouvel épisode en français.